Donc, Flavie Dufour, qui est auteur, compositeur, interprète et puis poète et Poète artiste. de performance. Poète de performance. Auteur, compositeur, j'haïs ça. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. J'ai écouté la musique, là, j'ai écouté tes sur le SoundCloud, puis c'est excellent. Vraiment, les atmosphères, le feeling, ce que tu es capable de faire avec ta voix, les instruments. Ce qui est présentement sur ton SoundCloud, c'est quoi? Est-ce que c'est de quel album ou est-ce que c'est des créations? Tu t'en souviens plus. Mauvaise question. On est en train d'enregistrer, là? Oui, là, ça enregistre. Sérieux? Oui. OK, bon. Ben, t'étais habitué d'enregistrer. Ça fait combien de temps que t'enregistres, dans le fond? Toi, J'enregistre quoi? Toi, ta voix, ou c'est quand que t'as commencé à explorer sur ton trip musical? C'est à quel moment qu'il a commencé dans ta vie? Je pense que ça a commencé avec la guitare. Quand j'avais 11 ans, je jouais de la guitare classique. Et je tripais fort, puis un jour, je me suis mis à chanter. Et je pense que mon premier spectacle solo, ça a été, je devais avoir 18 ans. J'avais fait ça à l'Arlequin. Et je faisais du Janis Joplin, puis du chansonnier accompagné d'un ami. Ouais, ça a commencé comme ça. Mais la vraie grande déclaration de chanteuse de Flavie Dufour, ça a été en revenant d'un voyage en France où je me suis retrouvée à rencontrer une chanteuse classique, une chanteuse d'opéra, en faisant les vendanges. Puis elle m'a donné la passion du chant classique. Fait que je me suis inscrite au DEC en chant classique ensuite de ça au Cégep Sainte-Foy. Puis c'est ça. Fait que j'ai exploré beaucoup les musiques. Ben c'est ça, la musique classique. Mais à travers la musique classique, j'ai développé vraiment un goût pour les musiques du monde. Parce que je choisissais des compositeurs, Xavier Monsalvat, ou des compositeurs, les chants allemands, les classiques leaders, ou des choses comme ça. T'avais jamais écouté ça avant? Des classiques ou des voix classiques? Non. Ou c'est opéra, Non. Ça? C'est quoi comme... Ouais, chant classique, Ouais. chanteur lyrique, là, qu'on dit. Fait que plus européen, de genre post... j'ai aucune idée c'est quelle année, ça? Les chanteurs classiques, c'est genre post-baroque ou c'est quoi? C'est à partir de quel... On dit que le chant classique, le chant classique peut inclure tout ce qui est avant 19e siècle, peut-être. Okay. Renaissance, baroque, période... L'époque classique, ça, c'est une époque, là. Oui. Mais les chanteurs classiques, le chant classique peut inclure le romantisme allemand, il peut inclure beaucoup de choses. Puis dans le 20e siècle, il y a beaucoup de compositeurs qui se sont inspirés des chants traditionnels. Mais en fait, tout le temps, là, il y a toujours eu des gens qui s'inspiraient des chansons traditionnelles, du folklore pour en faire des chansons. Mais l'opéra, c'était vraiment plus l'opéra du théâtre, là, qui vient du théâtre-opéra. OK, fait que là, toi, t'es en Europe, t'es en train de faire les vendanges. J'étais en France, je faisais En France, vendanges, puis là, il y a une artiste qui est là, puis elle était peut-être pas mal plus âgée que toi, ou... Pas tant, elle a d'abord quelques années, pas plus. Puis je suis allée assister à un de ses cours de chant à Nîmes. Ah, ouais. Mais c'est ça, on chantait à longueur de journée dans les vignes, puis à un moment donné, les gens nous confondaient, fait que j'ai fait « Oh, OK, il y a peut-être quelque chose, tu sais. Elle avait vraiment de la technique, puis moi pas. Fait que, tu sais, c'était peut-être signe que, bon, j'ai peut-être un certain talent, mais c'est ça. Fait que je suis allée faire le DEC en chant classique. Et mon prof d'histoire, quand j'ai dit, parce que j'étais au DEC en sciences humaines avant ça, quand j'y ai déclaré que je m'en allais en musique, finalement, il m'a dit... Ouais. Il a pris tough, là. Non, il dit, ouais, ça, c'est une bonne idée, là, tu ne l'as pas tout en sciences humaines. Non, c'est pas vrai, pas tant que ça. Hey, je suis en train de dire plein de choses. Hey, tu vas couper, hein? Tu vas couper. Fait que dans le fond, toi, tu découvres ça en Europe, elle t'inspire, tu vois ses classes ou c'est... Ensuite, tu reviens ici, puis tu prends le cours, puis tu te lances vraiment. Puis ça, c'est en jazz, ça? Ça, c'est en chant classique, là. Chant classique, là. J'ai fait un DEC en chant classique. Puis après ça, j'ai fait un bac en chant jazz. Ça a dû être intense quand même, chant classique, parce qu'il faut que tu apprennes toutes les notes aussi. C'est pas juste de le chanter, là. Tu apprends la musique, là, tu apprends à le lire. Ouais. Aïe, ça, je serais pas capable de faire ça. Ça doit être tellement... Ça prend vraiment une attention puis un désir de l'apprendre, là. Toi, tu l'avais en dedans de toi. Quand t'es arrivé là, tu te sentais que t'étais à la bonne place. Ouais, j'étais vraiment heureuse. Combien de temps ça a duré, ça? 2 ans. 2 ans? C'est un DEC. Puis ensuite de ça, bon, j'ai fait 2 ans, pas de DEC. En fait, j'ai fait les auditions à l'Université Laval et j'ai pas été pris. Ça fait que j'ai passé 2 ans... Ça, on dit pas ça en radio, ce genre de choses-là. Ben, c'est vrai que ça fait comme négatif de parler de soi puis de dire « Ouais, j'ai pas réussi. » Non, mais c'est parce que t'es tellement... En tout cas, t'es tellement familier que j'ai comme vraiment envie de dire tout ce que je suis, là.
OK, mais je dirais pas tout ce que je suis. Non, mais c'est un bon point, qu'est-ce que tu dis là, parce que tu peux pas être négatif, tu peux pas avoir un regard introspectif en public, parce que après ça, tu admets des choses que tu veux pas nécessairement mettre, parce que le monde va voir que tu es humaine, puis on s'entend que je ne suis pas que réussite idolâtrée, dans la vie, là, tu sais. Puis la vie, c'est pas ça, la réussite seulement. Fait que, tu sais, j'ai raté 2 auditions, un en chant classique, un en chant jazz à l'Université Laval. Fait que j'ai passé 2 ans à essayer de me réorienter, puis finalement, un jour, un ami guitariste m'a donné un cours de guitare, puis tout d'un coup, je me sentais tellement vivante. C'est vraiment... Puis c'est vraiment ça qui est toujours resté en moi, ce sentiment de vie-là que je ressens quand je chante ou quand je fais de la musique. Puis je dis toujours ça à ma mère, je dis « Maman, quand je déprime, là, t'as juste à me dire... » Moi, je dis peut-être pas ça à ma mère, mais ce que je dis, dans le fond, aux gens, je leur dis « Si je chiale de mon existence, c'est juste à dire « ta gueule, puis chante ». Tu sais, comme quelque chose comme ça. Là. Ben, c'est ton mantra, c'est ton côté, c'est ton focus, c'est là que tu c'est là que je ressens la vie. C'est là, ça me connecte avec la beauté de la vie, la vibration, c'est ça. Ah ouais, je te comprends. Moi, je suis musicien, mais j'en ai beaucoup délaissé, là, parce que là, j'ai fait un choix, là, je suis un peu plus âgé que toi, fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que la musique, ça peut vraiment, est-ce que tu peux réussir, ou est-ce que mes autres talents qui sont connexes à mon travail professionnel, est-ce que c'est plus vers ça je devrais me concentrer, puis j'ai fait un choix, là. C'est sûr que je joue encore de la guitare, mais je te comprends totalement, là, de jouer de la musique, puis de sentir le vibe, puis de surtout de jammer avec les autres. Jouer de la musique avec les autres, ça, je sais pas pour toi, c'est quoi ton appréciation de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ben pour moi, la musique, le jam, comme tu parles, ou l'improvisation, c'est vraiment une façon de connecter, de rentrer en relation d'une autre façon. Hein. Puis c'est un espace aussi quasiment de méditation, là, parce qu'on est en totale présence. Moi, je participe à un ensemble de musique improvisée. Ah oui. Fait que dans ce sens-là... c'est ça qui me permet vraiment de connecter, parce qu'en fait, j'ai un show solo présentement. Ça fait 3 ans que je travaille sur un spectacle solo qui parle justement de la solitude. Ton œuvre, dans le fond, ça fait 3 ans qu'elle est là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut aller voir ça, le show du 8 novembre? Est-ce qu'on peut aller voir sur le web, le montrer tout de suite? Donc, le prochain événement, c'est le 8 novembre. Alors, c'est ça, là, c'est un exemple d'un spectacle qu'on a eu en avril dernier, je pense, au Tam Tam Café. Dans le fond, on joue à tous les mois avec l'ensemble, avec l'EMIC. Et puis, dans le fond, c'est la première fois que je présentais une composition à l'ensemble. Et c'est ça. C'était bien sympathique. J'utilisais aussi le corps, je les faisais bouger. Et puis, moi, je bougeais, je faisais des simagrées pour leur inspirer certains sons. Puis, c'est ça fait qu'on va sûrement réexplorer quelque chose comme ça le 8 novembre. Mais dans ce contexte-là, je veux dire, ça, c'est un orchestre, donc ils n'ont pas le choix d'être dirigés à un certain niveau, mais est-ce qu'il y a d'autres événements où c'est que les gens... Ils n'ont pas besoin d'être dirigés. Non, okay. Souvent, on ne se dirige pas. Okay. Souvent, on fait une suggestion, tu sais, je sais pas, jouer, on s'inspire de... C'est quoi la dernière fois? Ah oui, la dernière fois, on s'inspirait d'un troupeau, comme si on était un troupeau d'animaux, OK? Qui suivaient. Donc, le troupeau, il se déplaçait à travers l'orchestre, tu sais. Donc, ça faisait des petits motifs qui se ressemblaient à certains endroits. Puis là, tout d'un coup, le troupeau se déplaçait. Fait que là, les gens devenaient silencieux où est-ce qu'ils avaient joué. Puis là, il y avait un autre groupe de musiciens qui se mettaient à jouer, mais semblables, des motifs semblables, comme des animaux feraient de la même façon, on s'entend. Fait que c'était ça. C'était super intéressant, cette exploration-là qu'on a faite. Fait que c'est ça. Puis l'autre photo, c'est notre trio de... en fait, c'est mon nouveau trio de musique improvisée avec Raymond Caruter au trombone et Marie-Lou Cotinet au violoncelle. C'est ça, on a joué à la librairie Saint-Jean-Baptiste lundi dernier. Ouais, la librairie, c'est vraiment un endroit à connaître. Là. Ouais. C'est vraiment un endroit... C'est tout petit. Il rentre 30 personnes comme assistance, 30-35 personnes. Fait que c'est super intime. C'est a cappella. On n'est jamais sonorisé ou des fois quelques micros. Puis, mais je suis content que tu sois ici parce que ça fait 2 épisodes que c'est quand même rough. J'ai eu Marianne Landry, le dernier épisode, puis avant ça, c'était Audrey Beaumont-Drouin. Puis les 2, c'était quand même des thèmes assez... politique, géopolitique, social, vraiment engagé. Puis c'était...
J'aime ça, l'abstrait, j'aime ça, l'impro, j'adore la musique, je suis vraiment fasciné par ce que tu fais. Là. Je voulais absolument qu'on jase. Je me suis tellement battu pour qu'on en arrive à aujourd'hui à pouvoir se parler. Là. Je suis honorée. En tout cas, on a du plaisir, effectivement. Puis, tu sais, je sais pas si tu vois les photos que j'ai là. Moi, j'aime bien ça jouer là, dans la vie. Je me suis découvert ça, en fait. J'avais jamais réalisé, mais pour moi, c'est super important, le sens ludique, puis pas se prendre au sérieux, puis le sens du ridicule, pour moi, c'est comme la meilleure des médecines, vraiment. Là. Puis je m'en sers quand j'enseigne, quand je donne des cours de chant. Je pense que c'est une des choses principales que j'enseigne à mes élèves. Là. Est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Ou J'ai fait du théâtre au secondaire. OK. Puis après ça, c'est sûr que comme chanteur, tu sais, on est proche du théâtre, on s'entend, là. Tu sais, surtout le travail, la chanson à texte. Moi, j'étais une fan de Jacques Brel, fait qu'on s'entend que lui jouait, là, c'est clair, là. C'est un personnage sur scène, toi, c'est quoi ton personnage? Ouais. Non, c'est ça dépend, ça varie. C'est pas mal Flavie Dufour, mon personnage. C'est Flavie Dufour. Ouais, je vais jouer des émotions, tu sais. Je vais jouer quelqu'un dans certaines émotions, mais ça risque que c'est des parties de moi. Bon, OK, des fois, j'ai des personnages. J'ai comme un dragon dans mon spectacle. Ouais. Mais ça reste que c'est le dragon en moi, tu sais. Moi, c'était sur le stage, c'était des lunettes fumées puis où je fermais mes yeux pendant tout le show. Bonsoir pour la présence. Oui, hein? Mm-hmm. C'est peut-être ça qui s'est passé. Ouais. Je sais pas, c'était étrange quand même que j'étais capable de jouer toute la tune au complet ou tout le show au complet avec ma guitare, puis je voyais jamais ce que je faisais. Tu sais, j'étais tout le temps. Ah, ben ça se fait. Mais j'étais rhythm guitar, là, mais. OK. Mais je veux pas nécessairement non plus. Je sais que c'est un format ouvert, puis qu'on parle, puis que je peux parler de moi, mais en gros, c'est sûr que c'est toi l'invité. On peut poursuivre avec notre tangente qu'on a déjà. Non, mais c'est parce que là, je me disais, là, je parle-tu de Serge Fiori, j'ai vu à tout le monde en parle dimanche, mais là, tu sais, on dirait que là, si je me suis retenue. Si tu l'avais vu dans la rue, je t'aurais dit, parle-moi-en donc, mais tout le monde en parle. C'est ça, on va couper au montage. Ça aussi. Ouais. D'accord. Ouais. C'est ça. Puis d'habitude, tu sais, la personne qui pose des questions, elle parle pas de son vécu non plus. Tu n'as aucune idée de la vie de la personne qui t'interviewe, là. Fait que c'est vraiment une discussion, c'est ça. Ah ouais, c'est une discussion de coin de table. Là. Moi, j'ai des choses à apprendre, puis j'aime entendre les histoires des gens, puis c'est une opportunité pour moi aussi d'ajouter moi ce que je vis, puis c'est un échange dans le fond. Puis je trouve que c'est ça qui manque aux médias principaux, c'est t'as toujours celui qui est très préparé à poser les bonnes questions, puis à être vraiment bien paraître en avant de la TV ou de l'écran, puis mais il pose une question, puis après ça il va continuer avec la liste, mais il n'y a pas vraiment d'échange. Ouais. Je suis d'accord. C'est très restreint. Tu vas chez... En tant que personne de communication, je suis très, très, très... Ouais, ben la dernière entrevue que j'ai faite aussi, je parlais des choses, puis elle rebondissait même pas sur ce que je disais, elle passait à la question d'ensuite, fait que j'avais l'impression de ne pas avoir eu d'empathie sur ce que je venais de dire. Fait que, OK, bon, ben ça y est, je suis mine, ça va. Je pourrais en parler longtemps, mais je n'embarquerai pas là-dedans. On n'embarquera pas cette entrevue au fait. C'est cela. D'accord. Ça fait que... Ben là, on en est à... Donc, un événement le 8 novembre, pour ceux qui veulent aller voir ça, c'est absolument à voir. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles sur cette série d'événements-là? Moi, en fait, je participe comme chanteuse et accordéoniste, comme improvisatrice, dans le fond. Je pense que l'EMIC est né il y a environ un an et demi. C'est Rémi Bélanger de Beauport qui a amorcé ça, qui est un improvisateur, c'est un violoncelliste, puis il travaille beaucoup avec la scène de musique improvisée. Quand je parle de musique improvisée, c'est important de savoir que c'est pas de l'improvisation musicale comme on connaît, là, comme les compétitions d'improvisation théâtrale. Là. C'est pas une compétition, c'est de l'improvisation expérimentale, là, vraiment. Donc, on se retrouve à être une gang souvent qui n'a jamais joué ensemble. Et puis, on a toutes sortes d'instruments, des fois 4 violoncelles, un trombone, un tuba, 2 percussionnistes. Puis c'est tout... il y a des grosses pointures au niveau musical, comme il y a la fille de Fred Lebrasseur qui vient, qui a 6 ans, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ouvert à tous. Puis, des fois, souvent, on a des consignes, des petites contraintes, des suggestions. Des thèmes? Des thèmes. Ah ouais. Ouais. Puis, on a toujours des artistes invités. Là, le 8 novembre, ça va être une chorale qui vient. Ça va être la première fois qu'on va avoir des chanteurs, en fait, comme artistes invités.
Et c'est moi qui dirige à cette occasion-là. Donc, j'ai carte blanche et ça va être vraiment le fun. Mais tu sais, diriger, on s'entend, c'est de l'improvisation. C'est un petit peu absurde de dire ça, tu sais. Puis la dernière fois, j'avais fait une composition, je pense en avril passé, une composition de musique improvisée. Ça n'a pas rapport, là, tu sais, a priori. Mais en fait, c'est des suggestions, tu sais. Ça peut être comme juste un dessin. Alors, vous allez suivre le dessin, ou vous trois, pendant que vous jouez, il va y avoir les 4 autres qui vont taper dans leurs mains pendant que tout le reste du band va se lever à chaque respiration et se rasseoir. Tu sais, ce genre de choses-là. Comment est-ce que tu fais pour envoyer ce que tu as dans ta tête pour l'expliquer puis le diriger ces personnes-là qui sont en avant, qui ont peut-être aucune expérience en improvisation, surtout en vocale, là? Je veux dire, toi, tu as de l'expérience avec ta voix, c'est ton instrument principal. Oui, la chorale, ça va être... Oui, moi, je suis principalement chanteuse. OK. Ouais. Mais oui, ça va être un défi parce qu'effectivement, cette chorale-là, moi, je les connais pas. Je pense qu'ils font du classique en général. Et c'est ça, je sais pas ce qu'ils ont comme expérience, comme improvisation. Fait que je les rencontre la semaine prochaine et puis on va essayer des choses. Je vais essayer de leur faire rencontrer des espaces qu'ils n'ont jamais découverts dans leur voix et leur permettre de faire... d'ouvrir les portes. Là. Est-ce qu'il y a un rehearsal avant? Est-ce que c'est ça, c'est cette rencontre-là. C'est ça. Okay. Mais d'habitude, y a pas c'est pas une pratique, là, c'est comme plus un apprivoisement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, moi, je tripe vraiment là-dessus. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une communauté d'improvisateurs. Puis, pour en faire la direction? Ben, pas nécessairement pour en faire la direction. Pour le vivre, là, pour chanter, pour participer. Ouais. Participer à l'orgasme musical. Ouais. Mais ça en est un. Moi, honnêtement, quand je jammais, là, à un moment donné, on arrivait sur des notes, là, puis on était tous en symbiose, on était tous connectés, on arrivait... c'était instinctif rendu là, puis c'était comme une émotion là, qui... C'était un gros buzz, là. J'ai pas une meilleure façon de l'exprimer, là, mais c'est la musique, c'est... Avec d'autres gens, là, c'est d'être capable de s'exprimer. Ouais, c'est une transe. Ouais, vraiment. C'est vraiment, des fois, c'est brun. Des fois, c'est vraiment brun. Là, attends, brun, ça veut dire... Ben, c'est n'importe quoi. Écoute, t'as 20 musiciens, là, tu sais, qui essayent de représenter une toile qui part vers le haut, tout le monde descend vers le... Tu sais, ça peut être tellement n'importe quoi. Surtout, tu sais, quand il n'y a pas beaucoup de contraintes. Puis des fois, il se passe quelque chose, puis tout d'un coup, là, tout le monde est ensemble, puis on ressort de là, on est comme... tu sais, je descends d'un nuage. À part les thèmes, est-ce que vous vous donnez des gammes ou des notes? On se donne pas de gamme. Des fois, ça peut arriver dans certaines compositions que c'est comme, OK, tu peux jouer sur Do, Si, Fa, Ré seulement. Tu sais, sauf que ça reste que, bon, tu peux l'aborder de toutes sortes de façons aussi, toutes ces notes-là. Ouais. Puis, ben c'est ça, moi, dans ma démarche, comme je te disais, mais en fait, non, je te l'ai pas dit encore. Non. Ben, mon trip, ça a toujours été d'explorer les thèmes puis les sonorités de différentes ethnies. Ah. Donc, partout dans le monde, les gens, chaque folklore, chaque ethnie a sa particularité de son. Tu sais, les chants bulgares versus les chants africains versus... les chants de Papouasie, les chants pygmées, le yodel. J'ai exploré beaucoup de yodel. Je donne des ateliers de yodel. C'est vrai. Mais je fais pas du yodel suisse comme les gens connaissent. Moi, je fais le yodel géorgien puis du yodel pygmée. Ça a l'air... Yodel pygmée. Ouais. Là, il faudrait que je m'éloigne vraiment du micro pour faire un exemple de ça. Là. Ouais. Mes voisins vont-tu aimer ça? Ben, tes voisins, ils ont un chien qui jappe. Ah oui, c'est vrai. Ils ont 2 chiens qui jappent. Ah, ouais. Ils ont un petit chien saucisse, puis ils ont un schnauzer. Charmant. Oui, mais du yodel de pygmée... ouais, ça c'est africain, là? Oui, Afrique centrale, ouais. Ben oui, moi... Mais OK, d'abord, ça serait prétentieux de dire que je fais du yodel pygmée sans être pygmée, on s'entend, puis je suis d'autant pas plus en Afrique centrale, présentement. Mais je peux parler de la technique, si vous voulez. Ben moi, je veux pas tomber dans un sujet qui va nous mettre dans le trouble, comme être politically correct de nos jours, puis de l'appropriation culturelle. Bon, ben, le yodel géorgien, OK, il y a des vrais Géorgiens qui me l'ont enseigné. Je peux vous faire du yodel géorgien, si vous voulez. Moi, du yodel géorgien, oui, je vais écouter ça. Ça fait que, c'est ça. Puis on pourra parler du yodel après ça, parce que c'est intéressant. Ma coloc, qui est anthropologue aujourd'hui, m'a fait remarquer. Hier, je donnais une performance dans un rassemblement de centres de femmes là, au centre du Rocher. Puis il y a eu un moment où j'ai fait du yodel, puis elle me disait, c'est comme le néant.
Je dis, comment ça, Linéa, je chante tellement fort quand je fais du yodel. Elle dit, oui, mais tu remplis le vide. Puis c'est là qu'on ressent encore plus le vide, le fait que ça soit tellement plein. Je trouvais ça intéressant. Bon, donc la base pour le yodel, c'est de passer de la voix de tête à la voix de poitrine très rapidement, OK? Donc, ça ferait quelque chose comme... Des choses comme ça. Mais comment ils ont fait pour avoir le yodel? Le yodel, c'est belge, allemand, prussien ou... Sachez que donc, eux sont allés en Afrique, sache que le les yodel, colonies. en fait, là, c'est juste une technique vocale qui est humaine à la base, tu sais. C'est l'utilisation de la voix dans des grands espaces pour que ça sonne fort. Tu sais, il y avait tout chacun leur raison. Les Géorgiens, ils vivaient dans les monts Caucases, ou en tout cas, tu sais, ils étaient dans les montagnes. Les Suisses, ils étaient dans les montagnes aussi, fait qu'il fallait qu'ils communiquent entre eux. Puis les Pygmées, eux autres, c'est qu'en fait, la forêt était tellement dense que la seule chose qui portait vraiment à distance, c'était la voix. Ça fait qu'eux autres s'en servaient. Les femmes s'en servaient pour se défendre des animaux prédateurs. Ça fait qu'ils se promenaient dans le bois puis ils faisaient du yodel. Tu sais, c'est quand même c'est plus efficace que ta petite cloche contre les ours, là, tu sais, on s'entend. Et puis, ils s'en servaient aussi pour attraper l'animal. Tu peux entendre, là, ça c'est vraiment le fun d'écouter ça, là. Tu peux entendre les yodels des hommes qui sont en train de chasser un chevreuil, tu sais, puis qui sont en train de l'encercler, mais avec du son. Puis là, plus qu'il avance, plus qu'il encercle l'animal. Puis finalement, c'est ça. C'est avec le son. C'est trippant. Mais ça, c'était georgien, ça. Moi, ce que je viens de faire, c'est du georgien. Est-ce que je pourrais entendre le pic... OK, je vais essayer. C'est plus des choses comme... C'est plus des motifs assez plus courts, je dirais. Et puis, mais c'est en polyphonie, eux autres, par exemple, les Pygmées. Alors qu'en Géorgie... polyphonie, excuse-moi, juste peut-être... c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs yodeleurs en même temps, alors qu'en Géorgie, il y a toujours un yodeleur à la fois. Voilà. Mais l'influence de la pratique ou de la technique occidentale ou européenne, elle vient influencer le résultat du yodel pygmée à quelque part? Non, zéro. Aucunement? Zéro. Okay. Hey, les Pygmées, là, ils étaient invités à la cour des pharaons pour faire la musique, pour faire ces chants-là. Les autres, là, c'est ancien. Là. Ça fait que, dans le fond, tu sais, c'est juste l'homme a une voix, il a la possibilité de faire passer sa voix de tête à sa voix de poitrine très rapidement, puis de chanter fort. Moi, je chante fort. Moi, ça a été l'épanouissement total de ma voix, de découvrir le yodel. Parce que avant, moi, je chantais... mais c'est ça, je te parle de mon parcours, là. J'ai commencé par le chant classique. Ensuite de ça, tranquillement, j'étais allée en chant jazz. Mais moi, ce qui me faisait triper, c'était la bossa nova à ce moment-là. Puis j'avais cette voix-là aussi. Je n'avais pas de vibrato. J'avais pas une voix de chanteuse d'opéra. J'avais pas vraiment une voix blanche de Astro Gilberto, genre. Puis un jour, j'ai découvert les chants géorgiens. Puis là, eux autres, ils chantent des affaires comme « Wo idela naini ho ». Tu sais, des affaires très poitrine, des voix de poitrine comme ça. Ça fait que moi, j'étais pas capable de chanter comme ça. Là, et puis, tranquillement, j'ai développé ces choses-là. Puis, le yodel est arrivé. Donc, ça a été comme wow, hey, je peux avoir une voix hyper puissante. Je m'en allais dans le bois, là, parce que j'habitais sur le bord du Mont Bellevue à Sherbrooke. Là. Je m'en allais dans le bois, là, puis je faisais du yodel. Là. Puis, ce qui est trippant avec le yodel, c'est les arbres dans la forêt. C'est unique comme reverb, OK? Le reverb, c'est ta voix qui reflète sur un mur. Mais dans la forêt, ça reflète pas égal. Ça reflète sur plein d'arbres, tu sais, qui n'ont pas la même distance. Donc, c'est vraiment particulier, le yodel, dans une forêt. Mais tout ça pour dire qu'il y a des artistes, il y a des... je sais pas, c'est Hélène Matt qui me disait qu'elle faisait des études sur un monsieur qui parlait du yodel comme étant comme l'aboutissement, l'oralité dans son apogée, l'oralité dans sa quintessence. Il faut vraiment savoir apprécier le yodel. Honnêtement, je suis pas un connaisseur là-dedans, mais c'est fascinant quand même. Puis dans le fond, moi, j'essaie de faire un lien historique ou un lien
à quelque part avec le yodel pygmée, puis je me disais, est-ce que le mot... Parce que le mot yodel, ça, c'est... pas germanique, là, mais c'est... Yodel, ouais, ça doit être européen, là. L'étymologie de yodel, ça existe. Est-ce que ça se trouve, ça, l'étymologie de yodel? Parce que yodel, c'est... Moi, yodel, honnêtement, c'est germanique, c'est germain, c'est allemand. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Mais dans le fond, c'est l'appréciation ou la compréhension occidentale pour cette technique-là qui est africaine ou pygmée, c'est ça? Ben, écoute, ça serait comme si tu essayerais de dire c'est qui a appris à manger à quel humain, tu sais. Tu dis, c'est-tu les Européens qui ont appris à manger aux Africains ou qui ont appris à manger? C'est pas ça, là, tu sais. Ils ont appris à manger parce que c'était des humains. C'est pareil, le yodel, ils ont appris à faire du yodel parce qu'il y avait ce besoin-là de communiquer fort. Donc, le mot yodel vient en fait de l'allemand. Ouais, je suis pas surprise. Allemand dialectal, en fait. Donc, comme une vieille forme d'allemand. Ça fait que, tu sais, ça doit être le yodel tyrolien, il doit venir de la Suisse allemande. Mais ne serait-ce que c'est quand même des événements, des découvertes vocales qui ont été établis dans plusieurs régions de la planète sans que ces gens-là se soient parlé. Mais peut-être c'est le mot yodel qui vient me... Ouais, les Pygmées, ils doivent pas utiliser le mot yodel. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, les Géorgiens disent pas yodeleur, ils disent krimanchouli. C'est krimanchouli, c'est le yodeleur, là. Ouais. OK. Parce qu'il y a un mot pour expliquer ça, puis ça, c'est une théorie d'un scientifique, puis j'ai maudit, je l'ai écouté l'autre jour, puis... moi, je peux te l'expliquer musculairement, c'est quoi qui se passe, si tu veux. Non, mais c'est ça, c'est le voie de tête à la voie de poitrine. C'est parce que c'est deux paires de muscles qui se passent le relais, mais ils ne se passent pas le relais en se passant la main, ils se lancent la balle de main. On peut quand même retourner à ton parcours de sur quoi tu travailles depuis. Chantrice? Ouais. Donc, admettons, si je fais l'historique, en sortant du bac en chant jazz, là, j'avais un trio. Je peux peut-être parler de ce projet de trio-là qui s'appelait Despertar, puis on faisait de la musique brésilienne. Oui, certainement. Et puis, voilà, j'en ai parlé. Donc, passons à la suite. Oui, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, là-dessus. Bon, OK. Excuse-moi, là. Non, c'est cool. Donc, c'est un trio de musique brésilienne, puis tranquillement, on a intégré du swing, et puis tranquillement, j'ai comme délesté j'avais pas envie de chanter en anglais, je voulais chanter dans ma langue, fait que j'ai essayé de faire le plus possible de chants en français. Donc, j'ai repris des pièces de Claude Nougaro, j'ai repris des pièces de Richard Desjardins, plus swing, parce qu'il groove quand même, là, des fois, il est un peu jazzé, Richard Desjardins. Fait que j'ai fait ce genre de choses-là. Ce projet-là s'appelait Jazz et Tralala. Là-dessus, j'ai fait mon deuxième EP, après le premier qui était Despertar. Mon deuxième EP s'appelait Jazz et Tralala, où j'ai repris une pièce de Barbara et j'ai 3 compositions à moi. Donc, et puis je pense que l'aventure a commencé vraiment là avec Forestal Floral, qui pour moi définit vraiment le début d'une certaine identité musicale, qui implique la voix, la poésie et l'improvisation. Donc, c'est ça. Dans le fond... C'est le côté international aussi, à quelque part. Je veux dire, c'est là que j'ai commencé à mixer effectivement des sonorités, là, vraiment, puis à utiliser des influences plus de musique africaine. Puis ça, je l'ai entendu. Mon propre son, tu l'as entendu, Forestal Floral? Non, mais sur le SoundCloud, j'ai entendu une tune, puis là, on peut pas le montrer, mais si jamais les gens, est-ce que tu voudrais les inviter à aller voir le SoundCloud? Ou Bandcamp? Non, c'était SoundCloud que j'avais vu. J'avais cliqué je sais plus ce qu'il y a sur SoundCloud. On va-tu voir? Sur le site, sur son site... Tu pourrais ne pas changer de page comme ça si tu as besoin de dictionnaire une deuxième fois. Je m'excuse. On va garder un dictionnaire de côté. Oui, il faut garder ça. Flaviedufaux.com. Je trouve ça vraiment intéressant de créer des ambiances puis de jouer. La carte de soie à Rob-Bob! Ouais, mais il y en a une là-dedans, je pense que c'est Marguerite qui avait... La Marguerite? Qui avait de l'africain à un moment donné. Non. Non, c'est Forestal Floral. On n'a pas le droit de la faire jouer.
Mais ça, c'est abstrait. Est-ce que toi, ce que tu fais, c'est... Parce que c'est vraiment abstrait, c'est un trip. Ben, ça fait que dans le fond, Forestale Florale, elle vient d'où? Je peux t'en parler, si tu veux. Oui, j'aime Dans le fond, moi, c'est ça. J'ai terminé mes études en musique à l'Université de Sherbrooke. Et à ce moment-là, donc, j'ai commencé à faire du slam. J'ai découvert la scène de slam. Donc, le slam est un événement de poésie performée où des gens se rencontrent. C'est sous forme de compétition amicale. Et c'est vraiment un beau lieu de rencontre pour découvrir les tripes de chacun parce que le cadre fait en sorte que c'est très dynamique. Chacun présente 3 minutes de sa poésie, chronomètre en main. Ça fait que... donc, moi, je suis allée à ma première soirée de slam, puis j'ai fait « OK, tous les textes que j'avais dans un garde-robe, puis que j'osais pas, que je me disais que ça valait rien, parce que moi, je me disais tout le temps, ben moi, j'écris pas de chansons, si j'ai des couplets refrains, ça vient pas, j'écris pas, je compose pas. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'écrivais, mais c'était de la prose, c'était plus des choses qui étaient pour l'oralité, pour être dites. Donc, je me suis mis à participer au slam, je me suis même rendue au final au Lion d'Or, à Montréal? À Montréal en 2010, aux côtés de David Goudreau et de Sophie Jukens. Et on était une belle équipe cette année-là. Et ouais, c'est ça. Et j'ai fait mes textes à ce moment-là. Et c'est là que je me suis mis à mixer aussi la voix improvisée avec la poésie. Ça veut dire que je me mettais... Des fois, je chantais sans mots. J'allais faire des sons. Puis ensuite de ça, j'allais intégrer un morceau de poème. Puis là, je me remettais à chanter. Puis là, tout d'un coup, je faisais comme chanter mon poème. Puis là, je revenais à la voix parler. Ça fait que, ben, je parle au passé, mais c'est ça que je fais maintenant, beaucoup. C'est comme composer ou orchestrer ou créer multipistes live Ah ben ça, c'est autre chose avec la Loop Station. Ouais, je sais pas si... Est-ce qu'il y a un lien avec ça ou je sais pas, je me trompe ou est-ce que c'est... je l'utilise aussi, la Loop Station, pour faire ce genre de choses-là, mais... C'est peut-être trop prématuré d'embarquer sur le Loop Station tout de suite parce que ça, dans le fond, c'est quelques années avant. C'est après, plus tard. Ouais. Fait que le slam, dans le fond, a mis en valeur ma plume. Je me suis mis aussi à faire des duos de poésie et puis j'ai participé au festival de contes. Je me suis mis à faire un peu de contes aussi. Festival international de contes de Les jours sont comptés en Estrie. Puis, c'est ça. Fait qu'à partir de ça, puis un jour, en 2010, il y a quand même eu un moment très important dans ma vie. J'ai décidé de tout sacrer ça là. C'est super important de tout sacrer ça là. Oui, ça prend ça à mener dans une vie d'artiste. Fait que c'est ça. Puis bon, tu sais, on s'entend que c'est quand même super exigeant, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, dans le fond, j'ai sorti mon EP Jazz et Tralala en 2009. Puis, à l'hiver, j'ai travaillé fort. Puis, à un moment donné, je me suis épuisée. Puis, j'avais besoin de sortir de mon salon, d'arrêter de travailler toute seule. J'avais besoin de collectivité. Puis, j'avais besoin d'être dans la nature. Je vivais au centre-ville de Sherbrooke. Et j'avais besoin de... Je cherchais... C'était une quête spirituelle, je dois dire aussi. Ah ouais. Je trouvais que ça faisait comme pas de sens, tout ce que je faisais. Puis, ma façon d'aborder... la performance, la pression qu'on peut ressentir quand on est artiste, puis tout ça. Ben, c'est parce que tu perds ton personnage. Je veux dire, toi, ton personnage, c'est Flavie Dufault, mais je veux dire, cette entité-là, c'est comme de la pâte à modeler où t'es de la glace, t'es en train de créer quelque chose, puis ça, à un moment donné, tu te demandes pourquoi je fais ça, dans le fond. T'oublies, il y a tellement de problèmes techniques, il y a tellement de 9 à 5, puis d'affaires à faire qu'à un moment donné, tu oublies même pourquoi tu te sers les mains, pourquoi t'es en train de travailler cette glace-là, Puis là, tu as besoin de laisser ça de côté puis de t'ennuyer de faire ça là, pour retourner puis de retrouver ton inspiration. Parce que c'est drôle, parce que la première question là, que j'ai écrite, c'est comment conserver l'authenticité, tu sais, comment tu conserves ton énergie vitale, comment tu conserves ton énergie d'artiste. Oui, comme créer quand c'est un hobby plutôt qu'une obligation. Ouais. Parce que tu as besoin de sentir de la souffrance, tu as besoin des émotions négatives, de la mélancolie, tu as besoin de tous ces trucs-là. Je sais pas, toi, c'est quoi qui t'inspire là, pour créer cette réalité-là ou ton œuvre, c'est quoi qui t'inspire? Là, je mentionne la mélancolie, mais il y a peut-être d'autres choses que toi qui t'inspirent. Là. Je sais que là, tu me mentionnes comme le... là, tu as mentionné tellement plein d'affaires en même temps que... ça, c'est moi. Moi, c'est la mélancolie, les émotions, la tristesse. Moi, c'est une façon de filtrer ça. Là, mais...
Moi, là, à date, là, je pense que c'est beaucoup le processus d'épanouissement. Le processus de sortir de nos carapaces. De réussir à enlever justement les épluches qui servent à rien. Comme un serpent. Ouais, c'est ça. Tu sais, de transcender la souffrance, de transcender les états, les états de noirceur, de rester dans la lumière, finalement. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans mon cheminement, dans mon travail, tu sais. Puis le bouddhisme m'a vraiment beaucoup inspiré aussi. Et puis, je dirais ça, tu sais, comme je dis, ma cause, c'est dégeler l'humain. Déstabiliser? Ben, pas déstabiliser négativement, mais au moins de faire contempler à des options autres que la musique mainstream, puis la musique existante déjà, ce qui est préfiguré, qu'on consomme à radio. Ouais. Je sais pas si... mais même ma vocation, c'est pas d'aller essayer... Ouais, c'est quoi ta mission? Ben, ma mission, c'est la rencontre, puis d'essayer de faire ressentir des choses au monde. Quand je dis dégeler l'humain, là, c'est de faire en sorte que les gens ressentent des émotions puis qu'ils laissent tomber leur masque. Ouais, c'est ça, je dirais. Parce qu'on est gelé, je veux dire, on fait du 9 à 5, on arrive chez nous, on est fatigué, puis on n'a pas le temps d'apprécier l'énergie ou l'espèce de vibration ou l'émotion qui est apportée par la musique. Entre autres, pour les gens qui font du 9 à 5, mais je pense que même les travailleurs autonomes qui font pas du 9 à 5 ont besoin de ça aussi. J'ai juste envie de dire ça. Je sens qu'il y avait beaucoup de Eric qui parle. Ouais, c'est sûr que moi, je fais... Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est ça. Ben oui, il y a ça, mais il y a aussi la rapidité du monde dans lequel on vit, la rapidité... Mais il y a ça, mais il y a aussi la pression de performance, devoir avoir l'air au-dessus de ses affaires, montrer sur Facebook comment tout ce qu'on vit, c'est donc bien extraordinaire, plutôt que de dire « Hey, moi, je l'ai pas eu ma bourse. » Tu sais, j'écrirai pas sur Facebook que j'ai pas eu ma bourse le mois passé, là. Mais je vais le dire quand je l'ai eu, tu sais. Tout ce qu'on fait, c'est écrire nos bons coups. Là. Ouais. Tu sais, tu dis... c'est culturel, puis c'est humain même, c'est de pas montrer, puis on en reparlait tantôt, là, mais c'est de pas montrer qu'on est faible. Il y a comme une peur de montrer ses faiblesses. Il y a la quête scientifique elle-même. T'es supposé d'être ouvert à ce que d'autres te démontrent que ton hypothèse est fausse. Mais même les grands scientifiques ne veulent pas le faire parce c'est l'orgueil. Tu veux pas montrer que t'es faible, tu veux pas montrer que t'as eu tort. Il y en a d'autres, mais ça brise l'espèce d'évolution naturelle, biologique, humaine, psychologique, intellectuelle. Puis l'art, c'est la même chose, dans le fond. L'art se nourrit beaucoup des vulnérabilités, des espaces. La création se nourrit des erreurs. Tu sais, s'il y avait pas d'erreur, là, si t'avais pas création, elle irait pas loin, là, tu sais. Parce que on ferait toujours les mêmes affaires. Tu sais, c'est quand tu sais, en anglais, ils disent breakthrough. Tu sais, quand tu vas à travers quelque chose, puis là, ça tire, là, ça va pas bien. Tu sais, quand on ouvre le cœur, ça tire, là. Ben, c'est ça, tu sais. Tantôt, que tu disais, les événements, les bouts dissonants d'une soirée entre musiciens qui font pas de sens, puis soudainement, tu arrives à l'espèce de crescendo incroyable. Puis les profs d'impro en jazz, ils nous disaient tout le temps, ben, tu fais une fausse note? Refais-la. Retourne-y. Puis là, donne-y ben du jus, puis tout d'un coup, ta fausse note, elle va être super intéressante, puis elle va t'amener ailleurs. Mais c'est beaucoup ça. En art visuel aussi, on parle de ça C'était qui disait ça? C'était Chuck Berry. Je pense qu'il disait, c'est pas la fausse note que tu fais, c'est la note que tu fais après qui compte. Ouais. Parce que, là, je dis Chuck Berry, mais... Mais moi, dans un de mes textes, dans Pourquoi tu chantes, là, qui est sur Jazz et Tralala, je disais, mais... C'est quoi chanter faux, sinon être vrai? T'sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Que c'est pas la... C'est quoi chanter faux, sinon être vrai? Ouais. Dans le fond, c'est l'authenticité, c'est la passion, c'est de démontrer la passion. Je trouve que le meilleur exemple, c'est de nos jours, là. Je sais pas si tu as entendu parler de l'autotune, là. Mais tu sais, tous les enregistrements sur lesquels on met de l'autotune, puis que finalement, ça dénature. Ça dénature complètement le son, ben...
Bon, y en Je veux dire, honnêtement, là, tu sais, un chanteur là, qui est vraiment dedans, là, puis qui met vraiment de l'émotion dans ce qu'il fait, là, ça sonnera pas nécessairement clean, là. Mais je dis ça, tu sais, bon, il y a des chanteurs qui sont hyper béton vocalement, puis que c'est toujours propre, mais... Ben, ça me manque, ça, les anciens groupes puis les enregistrements que la voix n'est pas nécessairement... Ça me faisait ça. Moi, j'enregistre... Ben, c'est ça. Présentement, je travaille sur un projet d'enregistrement où d'abord, c'est juste ma voix. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'instrument qui me bâcle. Et donc, c'est multipistes et c'est juste ma voix. Ça fait que les multipistes de juste ma voix, il faut qu'ils soient toutes justes, là, parce que si à un moment donné, on accumule les fausses notes à travers ça, puis qu'en plus, ça loupe, ça va être long pendant 3 ouais, mais il ne doit pas en avoir beaucoup, là. Sérieux, j'ai entendu ta voix, puis t'as vraiment de la technique, là. C'est fou, là. Tu chantes vraiment bien. C'est pas juste t'envoyer des fleurs, là. C'est vrai, là, j'ai écouté, là, puis... Mais je suis capable de fausser, puis c'est ça, vraiment, là. Puis, tu sais, je m'en vais dans une friperie en plein milieu d'une séance d'enregistrement pour comme me détendre, puis je rentre dans le magasin, puis c'était du Velvet Underground, je pense. Ah pis, ouais. C'était tout croche, là, puis ça faussait, puis l'enregistrement... Puis là, j'étais comme, je viens-tu vraiment passer 1 heure à enregistrer 2 mesures, moi, pour vrai? Mais c'est ça, mais Heroin, la tune, c'est Velvet Underground Heroin, là, je pense que c'était ça. Je sais pas si tu peux me le confirmer, Philippe. Heroin, Velvet Underground. C'était celui qui avait été, le band qui avait été découvert par, ou mis en place par Andy Warhol. Lui, il avait trouvé le gars de Velvet Underground, puis il l'avait mis en place. Il avait tout préparé, cette bande-là. Je pense que c'était lui qui avait fait la promo, puis il avait fait les films à cette époque-là. Je pense que Andy Warhol, il était rendu à s'occuper des vidéos. Si je me trompe pas, là, c'est sûr, je crois complètement à côté de la track, là, il me semble que c'était ça. Heroin était 40, ce tune-là, mais tu vois, il fausse, puis il se prend pour Bob Dylan, puis sa voix est vraiment pas... c'est pas un chanteur, Lou Reed, là. Lou Reed, ouais. Ouais, merci, Philippe. C'était bon, Lou Reed. Ouais, mais tu le vois que c'est pas un chanteur, mais on capote aujourd'hui, c'est bien trop intense, là, sur la musique. Il y en a une vidéo sur YouTube, c'est Why Does Contemporary Music Suck, là? En tout cas, je pense que c'est ça le nom. Millennial Loop, justement. C'est ça, je sais pas si tu peux juste le confirmer, mais si jamais le monde veut aller voir ça, puis c'est vraiment une vidéo qui explique pourquoi musicalement, pourquoi que la musique contemporaine est horrible, là. C'est tout conçu par 3 personnes principales dans les grandes maisons de disques, puis il y a pas, c'est tout du auto-tune, comme tu dis, puis il y a pas de... Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'énergie. Mais en même temps, c'est que musicalement, c'est prouvé qu'on a beaucoup de chansons pop et de styles qui sont très commerciaux, qui réutilisent les mêmes arrangements vocaux. Donc, utilisent ce qu'on appelle un Millennium Loop. Ça, on l'entend quand même souvent. Mais le problème, c'est que le Millennial Loop, on l'entend littéralement dans presque toutes les chansons. Ce qui fait que pour une oreille qui n'est pas si avertie que ça, ce qu'elle remarque, c'est « Ah, cet air-là, mais un peu familier, donc j'aime ça. » Donc, on fait juste ramener toujours la même chanson, le même type de composition. Le concept du refrain accrocheur, là, ouais. Entre autres, oui. Non, moi, je pars pas d'ici sans que j'ai pas parlé de mon projet solo. OK, bon, on va le garder pour la fin de barre. Vas-y, pose-le tes questions. Non, mais c'est sûrement moi qui va se fatiguer avant. Sérieux, je suis tellement... Moi, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. Là. Je dors à peine, puis... Je te donnerai des trucs pour l'insomnie. Ah ouais? Mélatonine ou... Ben ouais, c'est ça, je voulais te demander, en fait. C'est quoi pour un artiste, est-ce qu'il y a un genre de conditionnement, toi, pour tes spectacles? C'est quoi ton conditionnement pour être capable d'être efficace, puis vocalement? Tu sais, t'as les vocalises, mais pour l'alimentaire, est-ce que tu as des choses que tu bouffes ou est-ce que tu as un conditionnement pour être capable de vraiment être... En voix? Ouais, ou être capable de faire des spectacles, puis d'avoir tout ton agenda de show, puis d'enregistrement. Je pense qu'au niveau vocal, tu sais, c'est sûr. Moi, le yoga a vraiment une place importante dans ma vie. Okay. Le sport, la nature. Donc, tu sais, si je fais mon jogging en nature sur le bord de la rivière, le matin du spectacle, c'est bon pour moi, ça. Okay. Cardio. Ce genre de choses-là, ouais. Puis, tu sais, être en nature, c'est vraiment une bonne façon. Le yoga, tu sais, 15-20 minutes chaque matin, peut-être. Ouais. Mais sinon, alimentaire, bon, ben, on dit tout que les produits laitiers, c'est pas bon.
Moi, je sais pas. À part ce qu'ils font en ce moment, les Américains qui veulent injecter du lait dans le système québécois là, puis canadien, ça, je trouve ça dégueulasse. Puis il est déjà arrivé, le lait, j'ai vu des photos aujourd'hui. Là. Mais le lait, ah ouais, toi, ton... Ben, dans le fond, c'est tout ce qui est gras. Ce qui serait gras va vraiment augmenter la production de mucus. Fait qu'on essaie d'éviter la chose. Mais sinon, pour un entraînement, moi, j'entraîne présentement certains élèves. Je fais du coaching vocal aussi. Puis je leur donne surtout des trucs de respiration pour rentrer dans leur corps avant de performer, pour refaire redescendre la respiration, pour se sentir plus libre au niveau, c'est ça, du diaphragme, se grounder. Je fais faire des exercices pour ça beaucoup. Ouais, ça, c'est quand même la base. Là, le jour du spectacle, ça sera pas de faire 1000 vocalises, non, ça va être vraiment de rentrer dans ton corps. Je me disais, point de vue alimentaire, je veux dire... Non, mais c'est pas comme un bodybuilder qui aurait à manger beaucoup de protéines après s'être entraîné, là, les chanteurs, au niveau alimentaire. Si tu as une bonne condition de vie, que tu fais attention à ce que tu manges, c'est correct. Ben parce que ton énergie, je veux dire, si tu bouffes du junk food tout le temps, tu dois pas être capable de vraiment être une belle présence sur le stage, là, à quelque part, à moins que je me trompe. C'est comme n'importe quoi. Fait qu'il n'y a pas besoin de rien de spécifique, pas de vitamines extra. Non. Pour le lait, en tout cas, qu'est-ce que tu me dis là, l'affaire des muqueuses puis tout ça, j'étais pas conscient. Il y en a qui me parlent, puis je suis même pas sûr qui croient ou quoi, là, mais ça, c'est un autre sujet. C'est peut-être trop se distancer du sujet principal, là. Mais tantôt, tu me parlais de ce qui est de ta découverte des textes, puis de la poésie, puis d'aller chercher tes textes dans ton garde-robe, puis de trouver tous ces textes-là, que tu te rends compte que finalement, ça avait vraiment du potentiel pour le slam. Puis le slam, dans le fond, c'est pas une compétition entre deux personnes qui vont se lancer des... Non, c'est pas un battle. C'est pas un battle. C'est pas style hip-hop. C'est vraiment du slam. Habituellement, dans une soirée, il va y avoir 8 performeurs, 8 poètes. Il y a toujours un micro ouvert avant. Mais la compétition, il y a 8 poètes qui vont dire un texte de 3 minutes chaque. À la fin de la première partie, il en reste 5 sur ces 8-là. Comment ils font pour les éliminer? Il y a un jury, il y a des juges qui sont choisis au hasard dans le public, qui votent de 1 à 10 de façon subjective. C'est-à-dire juste un coup de cœur. OK. Ouais. Fait que... T'as-tu déjà été fâché contre les juges? Y a-t-il du favoritisme? Non. Ben non, c'est toujours des gens au hasard. Puis surtout, je pense qu'avec le slam, c'est de se dire... Pour que tu sois théâtral, dans le fond, est-ce que c'est là que ça a aidé à forger cette identité-là? Effectivement, dans le fond, le slam en est venu à développer un style juste à cause des événements. L'événement qui était... dans le fond, cette compétition-là, où 3 minutes, sans accessoires, a fait en sorte qu'une sorte de style en est ressorti. C'est-à-dire que les gens savaient que s'ils faisaient beaucoup de jeux de mots, s'ils étaient rythmiques, s'il y avait certains climax, c'est sûr, s'il y avait une originalité, il y avait plus de chances de scorer. Ça fait que c'est pour ça qu'on entend des slammers comme... qui je dirais, David Gaudreau, c'est un exemple, là, mais... De Québec, ça? Lui, il est de Sherbrooke, ouais. Ah, David Gaudreau? Ouais, il est quand même connu ces temps-ci, là. Je nomme lui parce que, Thomas Langlois, qui est un gars de théâtre qui a gagné je vais dire, il a gagné le concours cette année, le Grand Slam, là. Mais il a pas pu gagner parce qu'il avait gagné l'année d'avant. Fait que finalement, ils l'ont enlevé d'être là. Oui. Pas vrai? Il était supposé s'en aller compétitionner en France. Puis finalement, ils ont dit « Hey, on vient de découvrir que t'as pas le droit de compétitionner une deuxième année. » C'est n'importe quoi, en tout cas. Mais bref, c'est quand même Québec qui a gagné. Puis après ça, il faut que tu ailles en Europe. Ouais. Puis là, c'est le Grand Slam international en France, ouais. Eh ben. C'est parce que t'es en avant d'une foule, il faut vraiment, c'est pas uniquement que tes mots ou la façon que tu vas l'exprimer, c'est vraiment aussi ta présence. Pis... Oui, c'est sûr que la présence joue beaucoup. Ouais. Il y avait un gars là, à l'Escalier à Montréal, Métro Berry, puis lui, il était
il y avait les soirées poésie il y a une dizaine d'années, je faisais ça. Là. Moi, j'aime beaucoup la poésie. Dans mon garde-robe, j'en ai des feuilles. Là. Puis j'allais à l'escalier. Il y avait un gars qui est sorti de je sais pas où, fin soixantaine. Puis il nous a complètement détruit, là, mais il nous a complètement présenté un personnage qui était en avant. Il avait un peu l'air de Gilles Vigneault, mélangé avec Louis de Funès. Puis il avait son personnage, puis il avait sa façon de s'exprimer, puis on était tellement inspirés, puis on l'observait quand il racontait ce poème-là. Puis c'était de son cru, là. Puis j'étais allé le voir après, puis j'ai dit, mais c'est fou, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment bon. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, lui. J'y ai demandé, puis c'était complètement l'opposé de son personnage sur la scène. Il était frustré, il était... Ah, moi, comment tu appelles ça? Pour les artistes, l'Union des artistes. Puis il était... Non, moi, je veux pas faire affaire avec l'Union des artistes, c'est des écœurants. Puis je pourrais pas dire son nom, là, je l'ai même pas, là, mais il avait l'air vraiment frustré, mais c'est un talent, là. Ce gars-là, tu le voyais qu'il avait eu un vécu dans sa vie, qu'il avait créé, qu'il avait été sur le stage pendant plusieurs années, puis qu'il avait jamais été reconnu, puis il était vraiment frustré, là, puis son poème était incroyable, puis je l'ai dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, c'était fou. Ça t'a vraiment marqué. À l'Escalier à Montréal, ça, c'est une place, là. J'ai déjà joué à l'Escalier dans les premières années. Ah ouais? Oui, c'est vraiment sympathique. C'était l'Utopique ou un autre nom? Ben, je sais pas, moi, ça fait longtemps que j'y vais, là, mais... Ouais. Pourquoi on parle de lui, là? Excuse-moi, je me dis juste... Fait que ça fait 3 ans que tu travailles... Là, présentement, ça fait 3 ans que tu travailles sur quelque chose de vraiment important, qui est cumulatif de tout ce que tu as entrepris. Des fois, on dit il faut contacter le plein dans le vide humain sans la crainte du néant. Sans la crainte du néant. Puis moi, je me demande tout le temps pourquoi néant, ça prend un T? Pourquoi néant, ça prend un T si c'est si désincarné? C'est-tu le T du grand tout? Le néant, peut-être qu'il a besoin d'une petite relation avec son antipode. C'est le T du grand tout, comme ça il se sent pas tout seul, le néant, avec son T, juste à la fin. Ça, c'est une des grandes questions que je me pose par rapport à ce spectacle. De trouver l'équilibre entre la solitude puis la relation à l'autre. L'équilibre entre se sentir plein tout seul et puis pas perdre cette plénitude-là quand on est en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, mon spectacle Clair de femme, la face cachée de la princesse, il parle principalement de ce genre de choses-là, mais en abordant toutes sortes d'autres aussi aspects. Fait que c'est ça. C'est un spectacle qui est multidisciplinaire. J'ai des marionnettes. Mes marionnettes sont arrivées dans ma vie à un moment où est-ce que quelqu'un m'a offert comme ça, puis je les ai installées chez nous, puis ils m'ont révélé des choses. Fait que c'est pour ça que je les ai amenées dans mon spectacle, pour parler de ces parties-là de moi. Puis, c'est ça, j'utilise une pédale à boucle qui se trouve être une machine sur laquelle je loupe ma voix. Je deviens polyphonique toute seule. Et j'ai toujours dit que c'était le dildo de la chanteuse.
C'est trop trippant, ces pédales-là. J'en ai une, mais c'est une basse, là, carrée. Il n'y a pas toute la patente, là. Mais ça Moi, j'en ai une avec 5 pédales. Puis, c'est ça l'affaire. C'est que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un projet de spectacle avec un guitariste, puis mon guitariste m'a lâché. Puis là, j'ai fait, bon, là, j'attends-tu encore après des musiciens pour faire des spectacles? Est-ce que j'annule le spectacle? Puis là, j'ai fait, bon, je vais me prendre en charge. Et je me suis acheté une loupe. Puis j'ai décidé de faire un show sur la solitude. Puis là, il m'est venu une image qui était un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé de Romain Gary qui s'appelle Clair de femme, qui est un livre d'un pathétisme extraordinaire. C'est l'histoire de deux personnes qui viennent de se faire larguer ou qui viennent de vivre des séparations. Non, elle, son chum vient de vivre une grosse commotion cérébrale dans un accident. Elle a perdu sa fille dans l'accident. Puis lui, sa blonde va se suicider. Bref, ils se rendent compte, puis ils savent ça. Puis je pense que c'est cette image-là de la fille en haut là, que j'ai chez moi. Fait que c'est ça. C'est cette image-là qui est venue. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est cette image-là qui m'est venue avec la photo qu'il y a sur mon profil Facebook. En tout cas, bref, tout ça s'est mis ensemble. Puis j'ai fait, ouais, mon spectacle, c'est comme ça qu'il va s'appeler. Puis là, je me suis mis à utiliser tous les textes que j'avais ramassés dans mes dernières années pour parler de la solitude. Puis j'avais écrit un texte à ce moment-là parce que je vivais dans un appartement avec 4 personnes, puis je trouvais c'était bien trop intense, puis je m'ennuyais de moi. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la démarche lointaine, mais après ça, j'ai fait une dizaine de laboratoires sur le spectacle qui étaient assez, tu sais, des performances assez live. J'avais des idées, puis là, j'allais avoir confiance que la magie du spectacle allait faire le reste de la job. Et puis, j'ai fait un enterrement de vie de fille où j'ai décidé de mettre toutes les chansons de femmes insatisfaites que je traînais depuis des années dedans. J'ai fait un spectacle qui s'appelait La face cachée de la princesse où j'exprimais le principe de la princesse dans sa tour d'ivoire avec le dragon et le chevalier errant. Puis j'expliquais qui était vraiment ce dragon, qui était vraiment le chevalier errant. Fait que tous ces spectacles-là se sont amoncelés ensemble pour finalement donner Clair de femme à la fin. Après peut-être 2 ans, je peux dire que ça fait juste depuis mars dernier que toutes les pièces du puzzle sont venues ensemble, mais il y en a encore, il y a encore des idées, je vais sûrement rajouter des choses. À chaque performance que je fais, il y a toujours un nouvel élément qui arrive, qui se rajoute. Puis c'est ça. Dans le fond, ça rejoint qu'est-ce que tu disais tantôt, que t'as une évolution où puis toi, dans le fond, tous tes événements se rallient ou c'est des satellites de ce crescendo-là ou ce chef-d'œuvre-là que tu es en train de préparer. Ouais. C'est une étape là, dans ta vie artistique où c'est que tous tes événements amènent vers ça, puis... Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà... Un aboutissement, ouais. Ouais, c'est ça, je dirais. On dirait que quand ça va être accouché, ça va être vraiment l'enfant de mes 15 dernières années, là, tu sais. Et il va être gars. Ouais, il va être fringant. Puis, c'est ça, j'ai même une chanson qui s'appelle La mère embryon. Mais, ouais. Ouais, sérieux, moi, j'ai écouté ce que tu fais, puis je le vois tout de suite, le talent. Là, j'ai comme une espèce de 6e sens de ça, du talent. Je le vois tout de suite, puis moi, c'est... donc, il y a là, présentement, ta campagne Indiegogo ou ta campagne de sociofinancement, ça, c'est en lien avec ça, c'est pour aller... Ben, dans le fond, j'enregistre l'album du spectacle. Ça fait que la performance en tant que telle, sur scène, le spectacle sur scène est terminé et les chansons sont mûres. Ça fait que je suis en train de les enregistrer. Puis la campagne de sociofinancement, ben, c'est pour payer l'impression des disques, pour payer le mixage, le mastering, puis tout ça. Puis ça va super bien, là. Ça va vraiment bien. Même que, bon, là, c'est écrit 2004, mais je pense que j'ai pas mal plus que ça parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des chèques par la poste aussi. Ah, OK. Fait que, mais c'est le fun aussi, puis ça me permet de proposer toutes sortes d'affaires, là. Puis j'ai même la marionnettiste qui a construit les marionnettes du spectacle qui m'en a laissé une coupe. Fait que ça permet aux gens de vivre l'expérience d'avoir une marionnette chez soi et de voir comment
pourquoi ça m'a rendue un peu créative, je dirais. Eux, ces marionnettes-là, tu les avais chez toi, puis dans ton néant, il y avait ces personnages-là qui te regardaient, puis ils t'invitaient à quelque chose? Ben, je leur inventais des histoires. Ouais. OK, ben, tu sais, à chaque fois que je vois une marionnette, j'essaie d'imaginer l'histoire qui va avec, tu sais. Elle vient d'où, cette marionnette-là? C'est qui exactement, tu sais? Puis qu'est-ce qui y arrive, là, tu sais? Ça fait que j'en ai une que c'est une vieille fille. Puis elle est vraiment pas belle, cette marionnette-là. Je me suis toujours demandé, je l'ai pas choisie, elle, tu sais. Mon amie Zoé, dans le fond, j'avais choisi Yule, l'homme. Puis je troquais ça contre des cours de chant. Fait que finalement, elle voulait plus qu'un cours de chant. Fait que finalement, elle m'en a refilé 2 autres. Elle les a choisis elle-même. Elle a dit, tiens, ils viennent ensemble parce qu'il y avait le même gant sur la tête. Il y en avait une qui avait le pouce, puis l'autre qui avait les 4 doigts, là. Puis... fait que finalement, elle est, c'est Loretta. Puis je me demande... Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Ah non. Je la montre pas! Ah non, on veut voir Loretta. Voyons, tu nous as vendu Loretta. Je me dis toujours, c'est une fille, ce gars-là. Tu sais, ou c'est une vieille fille, là, tu sais. Puis c'est ça. En fait, elle exprime la femme insatisfaite en moi. Ah. L'espèce de fille, c'est ça, je dis, qu'elle aime beaucoup conjuguer les verbes au conditionnel. Des choses comme « si j'aurais »,« je ferais »,« si j'étais »,« je pourrais », puis des choses comme ça. L'artiste qui est en arrière des marionnettes. Zoé Laporte, oui. Zoé Laporte, qui est marionnettiste, oui. Ben, c'est une femme extraordinaire qui crée, qui a accouché de tous ces personnages-là. De toutes ces... Ah, mais c'est super. Toi, tes collaborations, comment tu vois ça? Je veux dire, c'est... je sais pas, à certains niveaux, c'est sûr, il faut s'inspirer d'être trop seul puis de trop vouloir créer tout. Ouais. À un moment donné, il faut se laisser aller puis il faut permettre à d'autres gens de... On est toujours inspiré par d'autres mondes, mais... Ben, tu sais, effectivement, les marionnettes à Zoé m'ont inspiré, mais je peux pas dire que c'est une collaboration parce qu'on n'en a pas parlé avant. Tu sais, j'ai pas commandé les marionnettes. Ils sont venus puis ils m'ont inspiré ça, tu sais. Ouais. Mais effectivement, s'ils étaient pas venus, si j'avais pas fait ces rencontres-là, on s'inspire de tout ce qui est autour de soi. Puis effectivement, ça me fait toujours peur un peu, hein, parce que moi, je fais tout toute seule, pour vrai, là. Tu sais, les marionnettes d'ombre, je les ai construites moi-même, mais j'ai quand même eu un peu de coaching à gauche puis à droite. Mais effectivement, tu sais, il faut s'entourer pour justement pas rester dans son jus, hein, puis aller pêcher. Mais stagner, puis ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça m'a fait penser à David Bowie, excuse-moi, parce que lui, il traitait de Magpie, c'était lui qui allait chercher... Magpie, c'est l'oiseau qui allait voler tous les bijoux, puis qui amenait ça dans son nid, puis ça créait quelque chose, puis lui, il avait été traité de ça, de Magpie, parce que c'était celui qui était... D'une pie. C'est la pie, c'est ça? Oui. Ah ben, c'est aussi simple que ça. Mais lui, dans le fond, sa méthode, c'était ça, c'était Magpie. Il allait emprunter plusieurs thèmes ou des costumes ou des influences externes, puis il mettait ça dans un tout, puis ça créait ses personnages. Je sais pas à quel niveau ça allait influencer tous ses personnages dans ses albums, mais puis ça, c'était quelque chose que je voulais te demander dans ta méthode d'écriture. Je vais dire vraiment l'écriture automatique. Automatique? Beaucoup. Puis j'écris beaucoup au moment du réveil. Puis au moment que je vais me coucher. Dans le fond, j'écris ou quand je fais de l'insomnie. Ça fait qu'au moment où mon parasympathique est le plus proche, je pense. Je n'ai aucune parasympathique. Le parasympathique, c'est le système qui gère le sommeil. Ah. Donc, où est-ce qu'on est proche des rêves? Ouais. Fait que j'ai l'impression que l'inconscient est plus proche aussi. Mais c'est pas volontaire. Je me suis rendu compte que c'était ça. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus inspirée dans ces moments-là. Ouais. Donc, c'est pas imposé comme peut-être Dali, qu'est-ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il prenait des drogues ou il se réveillait en plein... Ouais, c'est-tu Dali qui se réveillait en plein milieu de la nuit puis il allait carrément commencer dessiner ou faire son rêve ou... Une autre affaire intéressante de David Bowie, justement, lui, c'était ça. J'en ai pris note. J'espère que j'ai raison, mais c'est quelque chose que je me souviens depuis quelques années. C'est qu'il prenait carrément un chapeau, puis il mettait des mots dans le chapeau, puis il retirait les mots, puis c'était comme ça qu'il concevait ses textes.
Ça, c'est vraiment intéressant comme approche. Là. Ah oui, il y a toutes sortes de façons. Hein. Tu peux tirer des cartes de tarot aussi pour voir de quoi tu vas parler, puis tout ça. Mais effectivement, moi, ça a beaucoup été de l'écriture automatique, ou des fois à partir d'une phrase, tu sais. À partir d'une phrase, là, cette phrase-là, elle me parle vraiment, là, tu sais. Comme le néant, là, tu sais. J'écrivais le mot néant, moi, j'ai toujours de la misère avec l'orthographe, puis j'étais là. Pourquoi ça s'écrit avec un T, le néant? Puis là, je me finis... Tu sais, la poésie, c'est ça. On voit des images, on crée des concepts autour de juste une petite image de rien, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, je brode autour de ça. Ouais. Ou des fois, je donne... Ou des métaphores qui me parlent beaucoup. C'est ça... Ouais, je vous ai parlé que j'avais tout sacré cela en 2010. Ouais, c'est ça. On a comme bifurqué, rendu là. J'ai parti à rire, puis on s'est comme perdu. Ben, c'est ça. Fait que finalement, je suis partie en voyage pendant 3 ans. Fait que j'ai passé... 3 ans, pas vrai? À peu près, oui. J'ai passé comme 3 mois au Mexique. J'ai chanté tous les soirs avec un Mexicain dans un super hôtel. On chantait dans le resto de l'hôtel pendant 2 mois. Fait que j'ai appris beaucoup de chants mexicains. Un super guitariste de flamenco. Après ça, je suis allée dans un ashram de yoga pendant 1 mois. Ensuite de ça, je suis allée sur la côte ouest américaine avec mon char. Puis j'ai voyagé un gros road trip là, qui a duré 6 mois. Là, j'ai rencontré un homme en Oregon. J'étais en couple avec lui pendant 2 ans. On est allé en Thaïlande, en Inde. Wow! Fait que pendant 3 ans, j'étais beaucoup sur la trotte. Puis il me revenait souvent l'image... Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Fait que là, moi, je disais, comme dans l'inverse de mon besoin, je disais Pierre qui reste amasse la mousse. OK. Fait que là, ça exprimait comme un besoin de construire, finalement. Là, tu sais. Ça exprimait OK, là, si je veux vraiment construire, faire mes forces, me grounder, il faut que je me trouve un port d'attache. Puis il faut que j'arrête de me promener parce que c'est épuisant, là, tu sais. Fait que j'en ai écrit une chanson, Pierre qui reste à la masse la mousse. Puis aussi, je parle beaucoup des relations, tu sais, les couples aujourd'hui qui se cassent tout le temps. Ça fait beaucoup des pierres qui roulent, n'amasse pas mousse. Tu sais, on a de la difficulté à rester en relation, puis construire, puis justement faire fleurir ces jardins-là. Ouais, la société n'est pas faite pour ça, honnêtement, là, avec toutes les... la société, Ouais, moi, je vais blâmer la société, en tout cas. Vas-y, je t'écoute. On est société de consommation, là, on peut juste commencer par ça, puis on est toujours stimulé, on est toujours intéressé par d'autres choses, il y a toujours les vidéos, le stimuli, je veux dire, il y a la tradition, la fin de la famille, les traditions familiales, on dirait que tout cumule vers ça, on n'a pas de... Tu parles de port d'attache, on n'en a pas, là. On est chez nous, on vit notre journée, on travaille, puis on est très individualiste, narcissique à un certain niveau, puis on n'est pas le néant. Le néant se crée. Ouais, on construit beaucoup moins, en tout cas. Ouais. Et en même temps, bon, ça apporte des choses qui sont stimulantes, qui fait qu'on évolue beaucoup plus vite aussi, puis que, bon, il y a moyen de... C'est ça, le mouvement va vraiment plus vite. On évolue beaucoup plus vite aussi à cause de toutes ces consciences-là. C'est ça. Là. Ça fait que, tu sais, aussi les possibilités, quand tu parles, tu sais, moi, je pourrais jamais dire dans le temps, il y a 100 ans ou 200 ans, les femmes étaient, tu sais, beaucoup plus stables. Fait que leurs conditions de vie étaient plus saines. Tu sais, eux autres, ils construisaient des choses. Bon, tu sais, je retournerais pas là pour autant. Non, c'est ça. Ben, t'avais pas le choix parce qu'honnêtement, si tu sors dehors à l'hiver, il y a 100 ans, t'es faite, là. Je veux dire, il y a 100 ans. Ouais, il y a 100 ans ou il y a 150 ans, si tu sors dehors, tu n'as pas la chaleur de la maison. Aujourd'hui, on a tous les privilèges, on a toutes les opportunités de pouvoir être en sécurité puis de ne pas avoir à s'inquiéter d'aller dehors, qu'il va y avoir un loup qui va nous attaquer ou bien qu'il n'y a pas de chaleur ou qu'on va mourir de froid. Aujourd'hui, on a tous les privilèges, on a toutes les opportunités, surtout dans l'Occident. Là. Il y a certains pays comme le Yémen ou des endroits aujourd'hui où c'est des états de guerre puis c'est des situations désagréables où c'est que les gens sont vraiment comme...
c'est primal, là. Il y a vraiment une violence primale qui existe, puis ils sont coincés dans ces régions-là. Nous autres, on est chanceux aujourd'hui, on peut se permettre d'être philosophique, d'être intellectuel, puis... mais c'est... non, c'est ça, on est... on n'est plus dans la survie autant, en tout cas. Ouais. L'Occident, là, c'est clair. Là. Fait qu'on a une responsabilité artistique à quelque part de promouvoir le bien-être des autres, ou je sais pas, à quelque part, à certains niveaux, toi, toi, ta quête, tantôt, ta mission, je te demandais, c'était ça? Ben, tu sais, je suis consciente qu'on peut se poser plus de questions philosophiques quand nos besoins de base sont remplis, là. C'est un peu ça que tu veux parler, là. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça, ma quête... Mais ma quête venait aussi que j'ai pu passer quelques années dans des situations précaires aussi, ou comme artiste qui cherche, puis qui essaye de manger, puis qui essaye de trouver un travail qui va m'allumer à côté pour backer ma création, tu sais, parce que, bon, comme artiste, je dis souvent, on a plus de misère à manger, là, effectivement. Ouais, c'est sûr. Ça fait que ça te prend une job alimentaire. Moi, je suis hyper contente, je suis super heureuse. Je suis vraiment dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai tellement trouvé... trouvé la stabilité pour ça, vraiment. Tu sais, je fais du coaching vocal beaucoup, de plus en plus, les élèves me viennent, puis c'est fantastique, c'est super beau ce que je vis. Beaucoup de poètes qui viennent... Pour des conseils au niveau de la voix, au niveau de la présence sur scène, de l'interprétation, tout ça. Je travaille au niveau de ça, du chant. Puis je suis massothérapeute aussi. Ça fait que ces deux sphères-là se parlent beaucoup. Je travaille beaucoup dans ce qu'il y a de plus intime dans l'humain. Tu sais. La voix, c'est ce qu'il y a de plus intime dans l'humain. Puis bon, le massage, le contact, le toucher, c'est... Fait que je travaille vraiment avec ce qu'il y a de plus... les énergies. Oui. Puis je trouve ça magnifique. Et la masso inspire le coaching vocal, puis le coaching vocal inspire la masso au niveau de la respiration, de la conscience corporelle. Il y a moyen de faire ça, de vouloir le bien-être des autres. Tu sais, ça rejoint tantôt qu'est-ce qu'on disait, de s'inquiéter, de s'afficher comme si on avait fait des erreurs dans notre vie, puis d'avoir de l'humilité. Tu sais, l'humilité, c'est important. Puis de démontrer qu'on a une fragilité puis un intérêt pour le bien-être des autres. Il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Je trouve que c'est mal vu. Aujourd'hui, ce qui est important, quand on regarde dans les médias principaux, c'est vraiment d'être... des gagnants. Des gagnants, de ceux qui sont bons capitalistes, ceux qui font de l'argent, ceux qui sont capables de vraiment optimiser. Oui, la philosophie américaine, surtout. Ouais. C'est sûr. Puis par défaut, après ça, les Américains ont mis ça en place, mais aujourd'hui, c'est tous les autres pays qui veulent vraiment encore aller plus loin que les Américains. C'est l'économie, c'est le... J'ai une amie qui arrive de la Suède, puis qui m'expliquait que là-bas, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas la compétition de qui va avoir le plus gros char ou qui va avoir la plus grosse maison. Ou, tu vas au magasin, puis tu ne demandes pas « donnez-moi le meilleur bicycle » ou le moins cher ou le plus cher. C'est tout pas mal égal. Tu sais, il paraît que là-bas, il n'y a pas cette notion-là. Les maisons sont toutes pas mal pareilles, puis ils se posent pas ces questions-là d'être le plus ou l'important, c'est juste d'être confortable, tu sais, puis d'avoir une belle qualité de vie, puis du temps pour passer avec ses enfants, puis c'est vraiment beau, je trouve, en tout cas. Ouais. Ouais, ce serait quoi ta destination? Est-ce que tu irais... Parce que là, toi, c'est sûr, je vois l'influence internationale avec tout ce que tu viens de me dire. Là, la Suède, ils ont un super beau folklore polyphonique, là. Ils chantent en tabarnouche. C'est magnifique, là, les chants là-bas. C'est sûr que... Ouais, c'est quoi que tu n'as pas visité où tu irais? Où j'ai pas voyagé. Je suis pas allée en Afrique. J'ai fait l'Amérique centrale, pas l'Amérique du Sud. Je pense que j'irais au Brésil, c'est clair. Puis j'irais en Afrique centrale aussi. Mais je dis j'irais en Afrique du Sud. Présentement, je suis dans une phase de ma vie où parle-moi pas de prendre l'avion. Genre, non, mais c'est j'ai trop voyagé. Là. C'est ça. Je suis ici pour digérer tout ça. C'est ça. Le montrer aux autres aussi. Puis ça rejoint ton projet que là, tu veux présenter. C'est ça, ça rejoint ça. Puis ce projet-là, tu sais, c'est comme, il faut que je le finisse. Là. Puis il est à veille. Là, c'est une question de semaine. J'ai envoyé la première pièce au mix
lundi passé, puis probablement que lundi prochain, mais là, je sais pas quand ça va sortir tout ça, mais je vais sortir ma pièce La Mer Embryon, qui est comme la première qui a été mixée. Ah. Fait que c'est ça, puis là, on va enfin pouvoir commencer le booking pour les lancements d'albums. Et, ouais. Ça, comment tu fais pour promouvoir ça? Parce que c'est pas un style qui est vraiment mainstream, là. C'est sûr que ça va être difficile, c'est plus théâtral, point de vue bourse, mais peut-être point de vue diffusion, quel channel faut que tu utilises pour aller solliciter des... On m'a dit beaucoup que les maisons de culture ou les endroits où est-ce que les lieux littéraires qui font du conte ou qui sont ouverts aux multidisciplinaires, des théâtres comme Premier Acte, par exemple, qui sont ouverts à d'autres styles, des choses comme ça, des festivals... j'ai joué au festival c'est ça, de théâtre de l'Université Laval, puis ils ont vraiment trouvé que mon spectacle avait bien ouvert le festival là, au niveau du multidisciplinaire là, qu'il y a là-dedans. Après ça, j'ai joué dans le festival de poésie au mois de la poésie à Québec. OK. Puis, combien de musiciens tu vois dans ton show, avec toute ton interprétation, avec tout le... J'ai pas le privilège de l'entendre, là, mais avec tous les niveaux... C'est un show, c'est ça. Ouais, mais comment tu fais pour l'interpréter? C'est moi puis moi avec... C'est toi puis toi avec ta pédale? C'est moi puis moi avec la loupe. Aïe, OK. Je fais Mais tu le verrais pas interpréter avec d'autres ça serait hot. Parce que tu as déjà la pratique avec les soirées d'impro. Je me le verrais faire sûrement avec un contrebassiste, peut-être un guitariste, puis c'est clair que je pourrais inviter toute ma gang d'improvisateurs, ça serait hot. Là. Peut-être. Ben oui, des fois je fantasme. Moi, il y a un jour, j'ai vu le spectacle de Keith Kuna, Le Voyage d'hiver. Keith Kuna. Ouais. Donc, lui... lui, il a fait Le Voyage d'hiver, puis ça fait que ça, c'est son projet solo, mais il a fait aussi un projet qui était vraiment intéressant. Ce gars-là, il a un background... il a un grand intérêt pour le chant classique, puis il a fait toute la série de leaders de Schubert qui s'appelait... en allemand, je me souviens pas, mais en français, la traduction, c'est Le Voyage d'hiver. Et puis... dans le fond, il a mis des paroles sur cette suite-là, qui a une vingtaine de titres. C'est une œuvre colossale, OK? Puis, il a présenté le spectacle avec orchestre et avec une danseuse, avec une mise en scène, avec une danseuse. Puis c'était magnifique. Puis ça m'a vraiment inspirée, parce que c'était au début où je travaillais sur Clair de Femme, puis j'étais même à aller le voir pour lui dire que j'avais une version féminine de son spectacle. En tout cas, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'était un peu ça, tu sais, il parlait, c'est très, très, tu sais, il parle vraiment de ses tripes, puis ça parle de plusieurs aspects de la vie d'un homme, avec sa vulnérabilité, ses erreurs, avec ses souhaits, ses fantasmes, puis tout ça. Et, je me disais, et si, genre, un jour, moi, mon spectacle, il virait orchestral comme ça, avec la mise en scène, ça serait hot. Parce que rien ne t'empêche de le faire, t'as l'expérience, puis... Tu as joué avec des instruments, tu as été le maestro, tu as été... Tu pourrais le faire. Dans le fond, c'est l'évolution. Toi, de ce que je vois, tu es toujours prête à évoluer, tu es toujours en quête de grandir à travers ta musique. Puis je pense qu'artistiquement, tu seras en mesure de le faire. Mais ça prend des sous. Justement, Le Voyage d'hiver, il n'a pas pu continuer juste parce qu'il n'y avait pas assez de fric pour retrimballer tout le... Ben ça, une affaire, le fric, là, c'est la diffusion. Il y a, à Musique Technique, j'ai étudié à Musique Technique, puis une chose qu'eux m'ont dit, c'est que, OK, il faut que tu crées ton album, il faut que tu le fasses mixer, masteriser, tout payer tes artistes, les musiciens qui sont dans le projet, mais en bout de ligne, ils disaient vraiment, faut pas que tu oublies qu'il faut que tu diffuses aussi, puis tu as besoin de promouvoir ton projet. C'est clair. Tu sais, tout le travail que tu fais, là, l'enregistrement, pas de cash en bout de ligne pour le propager. Non, c'est ça. Il y a le tracking radio à faire, il y a le booking, les relations de presse, les coms. C'est énorme, là, ce qu'il y a à faire après ça. C'est comme... Et si toi, si tu sais pas comment faire la com, puis aller sur Facebook, puis à chaque jour faire du réseautage, puis parler avec le monde, faut que tu payes quelqu'un pour le faire. Là. Puis en tant qu'artiste, c'est ça, tu perds pas ton temps à aller sur Facebook, puis à tout le temps être en train de cliquer sur ton clavier. Il faut que tu sois dehors, puis que tu fasses des entrevues, puis que tu fasses des shows. Puis il faut que tu gardes un budget pour ça aussi. Là. En tout cas.
Merci de résumer ce défi. Tu y as sûrement pensé, mais moi, ils m'ont dit ça à Musique Technique, en tout cas. Ah, ils t'ont dit ça, c'est cool. Ouais. Mais c'était cool, Musique Technique. J'ai bien aimé ça, cette classe-là. C'était cool, là. Ouais. Parce que moi, j'avais passé des années à enregistrer des bandes, mes bandes, puis mes projets, puis m'enregistrer dans la cuisine, puis enregistrer le frigidaire, puis incorporer ça dans ma toune. Mais à un moment donné, il faut que tu saches vraiment comment le faire. Puis je suis allé justement à Musique Technique, puis j'ai fait ça pendant 1 an, puis j'ai pris le diplôme en technique audio, puis aujourd'hui, c'est ça qui m'a poussé vraiment au-delà, puis d'accommoder justement ma passion principale, qui est le montage vidéo, puis d'être capable de le passer à un niveau professionnel où c'est que je peux offrir le service après ça à des clients potentiels. Là. Ben c'est ça, dans le fond, le podcast, c'est du réseautage. Hein, mais je suis content que ça soit plus artistique, sérieux. J'avais vraiment hâte de jaser parce que moi, c'était lourd les 2 derniers. Ben pas lourd dans le sens négatif puis désagréable, c'était vraiment intéressant les 2 derniers. Il y a un petit peu plus de fantaisie dans ce film. Ouais, j'aime beaucoup ça, jaser fantaisie. Il y avait Bernard Crustin que j'avais enregistré avec Philippe aussi, qui était vraiment le fun, qu'on avait parlé d'improvisation, puis de conte, puis de théâtre, puis de lui, son travail auprès des gens, comment que lui, sa quête artistique de conte, de conteur, puis il y avait vraiment une influence anthropologique, puis il y avait une influence aussi en tout cas de culture, mais juste pour dire que j'apprécie vraiment la discussion parce que ça... Ben moi aussi. C'est tough après une journée 9 à 5 de rentrer puis de parler de sociopolitique puis tout ça, puis ce qu'on jase là, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis j'espère à quelque part que ce qu'on fait ce soir, si à certains niveaux, ça peut t'aider à promouvoir ton projet. Mais là, tu es proche de ton objectif sur Indiegogo, c'est ça? C'est quoi la page Indiegogo? Je pense pas qu'on l'a mentionné officiellement. On peut peut-être le faire là. Qu'est-ce qui serait tu vas sur le Clair de Femme, vas-y sur le projet Indiegogo. Puis va sur le link. Ah, il y a le link en bas. Il est là, ouais. À gauche. Non. Ouais, lui, il va te foutre l'espèce de... Mais là, sur lui, c'est ça. Ouais, c'est ça, Indiegogo. Donc, ceux qui veulent aller voir le Indiegogo, ça serait une espèce de lien étrange, là, igg.me/Flavie/X, mais si tu vas dans la barre de recherche, normalement, Flavie Dufour, Indiegogo, tu vas le trouver. Si les gens veulent entendre la musique, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent aller? Sur mon Bandcamp, en fait. Flavie Dufour, Bandcamp. Tu vas trouver aussi les chansons. Ça, c'est mon ancien projet, mais effectivement, quand l'album va être prêt, ça va être trouvable. Ouais. Donc, ça serait le projet, l'album qui aurait été... C'est à quelle année, ça? Ça, c'était en 2009. OK. Ouais. Puis ça, c'était plus ton époque jazz. Ouais. Okay. Jazz, chanson, là. Non, là, on n'était plus tant dans le jazz, en fait. On était rendu plus dans la chanson française à ce moment-là. Ah, OK. Puis mes compos qui est plus improvisation aussi là-dessus. Il y a Pourquoi tu chantes qui est un slam en fait aussi. Qui est plus un texte. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets que tu voudrais promouvoir, peut-être ton band brésilien, ou est-ce que tu as d'autres albums? Le trio brésilien, il n'est plus, sauf que je joue avec un guitariste en duo aussi qui s'appelle Baptiste Guillemin. Là, présentement, il n'y a rien qu'on peut trouver parce que c'est vraiment un nouveau projet, sauf que c'est vraiment le fun. On fait vraiment des musiques du monde. On fait des... Pensez-vous enregistrer ou... Ouais. Éventuellement, là, mais là, quand j'aurai terminé ce projet-là. Oui. C'est ça, une bouchée à la fois. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, c'est ça. Il y a les sessions de musique improvisée 1 fois par mois au Tam Tam Café le jeudi. Je pense que c'est le 2e jeudi du mois. Donc le 8 novembre. 8 novembre. Ouais. On n'a rien oublié, on a tout promu. On peut-tu promute? On a pru. On a pruté. On a promuté. On a promuté tout, là, je pense. Donc, on a promoté. C'est ça, dans le fond. Mais je sais pas, tu peux parler de la pertinence du sociofinancement dans nos vies d'artistes ou genre, comment est-ce que c'est une nouvelle façon extraordinaire? Ou sinon... c'est parce qu'à quelque part, toi... mais toi, à quelque part, tu dois trouver ça tough de... c'est parce que je trouve ça... En tant qu'artiste, moi, tu veux le faire toi-même. Tu veux le faire toi-même, mais tu veux aussi être capable de t'exprimer puis de pouvoir créer. Puis je pense qu'à chaque fois que tu vas
aller sur Facebook ou tu vas aller dans Indiegogo puis tu vas commencer à penser à comment le diffuser, comment le propager ta campagne. Il y a moyen de le faire soi-même, mais c'est quand même beaucoup de job. Ouais, mais moi, oui, t'as raison. C'est effectivement beaucoup d'énergie, puis c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas faire des campagnes de 3 mois. Là. Tu fais ça sur 1 mois, puis c'est réglé après. Tu donnes un boost, puis c'est fait. Sauf que moi, ce que j'ai trouvé, j'ai hésité. J'ai fait, hey, je travaille-tu juste plus d'heures sur mes autres jobs alimentaires et je fais pas ça, tu sais, pour ramasser les sous, parce qu'effectivement, ces sous-là, j'aurais pu les ramasser en travaillant pendant 2 mois, tu sais, à faire une job autre, tu sais. Sauf que ce qui est bien, je trouve, ça fait vraiment partie du processus créatif de, justement, de trouver des façons pour promouvoir son travail. Promouvoir une campagne de sociofinancement, c'est aussi promouvoir notre travail, tu sais. Ouais. Fait que c'est une visibilité sur les réseaux sociaux. Ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de moi puis qui ont entendu parler de mon projet, tu sais. Ça a fait en sorte que j'ai fait des petites vidéos qui parlaient de mon travail. La vidéo qui est sur la page Indiegogo, j'ai eu à le faire, puis cette vidéo-là, il existe pour parler de ce projet-là, tu sais. Si j'avais pas fait d'Indiegogo, j'aurais pas fait de vidéo-là où je présente mon travail. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une belle expérience pour les artistes de faire ça. Une fois ou plus dans leur vie. Je connais une artiste, je pense qu'elle a subventionné 5 de ses albums de cette façon-là. Puis il y en a, le dernier, elle a ramassé, je pense, quelque chose comme 7500 $. Là. Ça fait que c'est quand même quelque chose qui est rendu courant, là, le crowdfunding, comme on dit, là, le financement. Puis t'as une belle présence, sérieux. Je sais pas, Philippe, si tu veux le montrer sur l'écran, ce que tu viens la vidéo, là, mais ton identité, ta présence vidéo, là, est là. Je trouve que t'as vraiment... Il y en a qui ont de la misère à être photogénique, puis toi, tu l'as, là. T'es vraiment photogénique, là. Tu l'as avec la caméra, là. T'interpelles le monde, puis... Ouais. Je sais pas si c'est toi qui fais la composition d'images pour ces vidéos-là, mais c'est moi qui ai fait la montage. Ouais, t'es pas... Moi, je trouve... Ouais. Tu sais, c'est ça. Il faut être multitoute. Ouais. Quand on est artiste, il faut vraiment être multitoute. Puis en même temps, moi, je m'amuse parce que j'ai l'impression de composer. C'est le fun de composer l'image en même temps que composer la musique. C'est créatif, vraiment, le montage vidéo, c'est le fun. On n'a plus le choix d'être multidisciplinaire. Hein? D'être multidisciplinaire. C'était Bernard Crustin qui le disait. Il disait, lui, c'est comme Fred Pellerin, lui, dans le fond, c'est un format hybride. C'est un format où c'est qu'il n'est pas juste conteur. Il y a de la musique en arrière. Il y a une espèce de... il chante c'est aussi, multimédia. Il chante, il est conteur. C'est hybride. Puis je pense que toi, quelque part, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Il y a la musique, mais il y a le visuel aussi que je vois qui est très fort. Puis je pense que tu as une compréhension du visuel avec ton parcours. Tu as vraiment catché quelque chose, là. Ouais, j'ai fait beaucoup de photos aussi. Ah ouais? Ouais. T'es une artiste. Ça, je le vois tout de suite. OK, donc, on peut arrêter ça, là, je pense. Ouais, mais je pense qu'il faudrait arrêter d'une meilleure façon. Genre, merci Flavie d'être venue ou quelque chose comme ça. Ouais, il faut. OK, on peut arrêter ça, là. Non, c'est sûr, je dirais pas ça de même, imagine. Bon, on arrête ça là. Moi, je suis fatigué, là. OK, bye. En tout cas, je suis contente qu'on ait parlé du sociofinancement, puis juste la dernière conversation qu'on a eue, parce que c'est important présentement, tu sais, ça fait partie de ma vie présente, là, de cette démarche-là de pourquoi le sociofinancement, parce que c'est de l'assumage. Puis moi, en fait, au-delà de tout ça, là, ce que j'ai envie de dire, là, c'est que c'est un grand geste d'assumage, tu sais. C'est vraiment dire, hey, OK, gang, moi, dans 2 mois, je veux avoir ramassé cet argent-là, puis c'est vous qui allez m'aider qui allez participer à ça, et je m'engage à livrer la marchandise dans 2 mois ou un peu plus, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est un geste vraiment d'engagement, puis c'est fantastique. Puis regarde, à date, là, il y a 57 personnes qui ont participé, tu sais. Il y a 57 personnes qui ont cru en moi, là, tu sais, au-delà d'un jury du calque, là, de 5 personnes, tu sais. C'est quand même cool. Mais moi, en tout cas, je veux pas être gâché de party, mais l'avertissement, c'est vraiment ça. C'est comme, perds pas ta force principale pour aller tomber dans la diffusion puis savoir comment diffuser puis comment propager. Je pense que c'est mieux de ramasser du cash pour pouvoir payer quelqu'un pour faire la diffusion, pour te faire connaître que de perdre
l'exercice de jouer avec la glaise, puis de créer ton personnage, puis de créer ton œuvre, là, c'est juste ça que je dis. Là, mais... Tu fais que tu me suggérerais de faire une coupe de mois de 9 à 5? Non. Je sais pas. Non. Mais la campagne de sociofinancement, ça, tu peux mettre dans le budget que tu vas rembourser la personne si j'avais qui est en charge. payé quelqu'un pour faire mon vidéo promo, si j'avais payé quelqu'un pour faire mais ça, c'est artistique, la vidéo. Puis tout ça, il n'aurait pas été comme je voulais. Comme tu voulais, exact. Genre, j'ai fait ça, j'ai sollicité quelqu'un pour faire le visuel de mon livre parce que je vais faire un recueil de poésie des textes du spectacle. Bonne idée. Puis, je voulais une illustratrice, j'avais pensé une femme, j'ai interpellé plein de femmes, j'ai fait des essais, puis je me suis rendu compte, hey, attends, c'est pas ce qu'il y a dans ma tête. Là, j'en parlais avec des amis, puis je disais, mais pourquoi tu le dessines pas toi-même? Tu sais, Saint-Exupéry, il a dessiné ses propres dessins, c'était ce que c'était, mais crif, ça vibrait vraiment lui, tu sais. Ça fait que finalement, c'est ça que j'ai décidé de faire, là, tu sais, vous allez pouvoir, je vous en ai envoyé une photo de ce que j'ai commencé à dessiner, là, puis c'est super intime, là, c'est personnel. Non, mais en autant que ça ait rapport avec l'œuvre, en autant que ça soit un exercice artistique, ça va pour la création, mais tout ce qui est administratif, puis tout ce qui est écrire, puis créer des... Ouais. Faire du marketing, non, j'avoue que la partie marketing... Merci. Alors, on va me souhaiter un booker, puis un budget pour ça. C'est ça, c'est du budget qu'il faut, là. Mais moi, j'ai confiance, puis je le vois que tu t'en vas vers quelque chose de très grand. Puis je suis vraiment content d'avoir eu l'opportunité de parler avec toi ce soir, Flavie. Merci beaucoup d'être passé au podcast. Ça fait du bien de te jaser. Puis on se reprend quand tu veux, dans quelques semaines ou dans quelques mois, là, quand tu veux. Au plaisir. Merci. C'est correct.